On va peut-être commencer par les bases. Bernard Renaud, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce qu'est un levain? J'ai combien de temps? 2 jours. 2 jours. Ben, le vin, j'en ai amené un peu là, mais vous connaissez sans doute. Donc c'est à la fois ce qu'on dit globalement, c'est simple et puis complexe. C'est simple à faire, vous prenez de la farine, de l'eau et puis vous rafraîchissez et ça devient un levain. Par contre, dès que vous commencez à regarder ce qui est à l'intérieur avec un microscope ou dans un labo, ça devient très très compliqué. En termes de microbiologie, de biochimie, etc. Donc moi, je suis enseignant-chercheur, donc je m'intéresse à tout ce qui est fermentation des aliments, et je travaille sur le levain depuis une 30aine d'années, à peu près. Et donc on regarde la diversité des micro-organismes. Microbiologiquement parlant, je vais juste terminer avec ce terme-là, c'est un écosystème microbien composé de levures et de bactéries lactiques. Et comme le dit la définition du décret Pain que vous connaissez sans doute, c'est une fermentation naturelle, spontanée. Donc c'est uniquement un mélange d'eau et de farine? À la base, oui. À la base. Bon, certains rajoutent d'autres ingrédients, mais là, il y a des recettes qui circulent sur Internet avec jus de pomme, etc. Mais globalement, on peut partir avec une farine plutôt riche, quand même, farine type 80, farine de seigle, ou partie périphérique de la farine, pour stimuler la croissance des micro-organismes. Donc j'imagine qu'il n'y a pas un levain, mais des levains. Bien, c'est ça aussi l'intérêt pour un microbiologiste, c'est qu'il y a une grande diversité de ces levains, et il y a énormément de travaux de recherche actuellement en Italie, en Allemagne, en France. Il y a même un projet aux États-Unis qui a commencé pour caractériser, je ne sais pas combien ils sont rendus, tu sais peut-être Bernard, à 500 levains qu'ils ont piochés dans différents endroits du monde. Ouais. Pascal Philibert, je crois que justement on parle de cette diversité de levains. Je crois que ça c'est l'un des biais de votre travail. Hein. Vous travaillez sur la diversité, c'est de segmenter un petit peu les levains pour leur donner une typologie, on peut dire ça comme ça? Ouais, mais moi, à la place, professeur Renaud, je suis juste un boulanger, donc j'ai l'avantage de rien y connaître, c'est une passion, et je dirais qu'il y a autant de levains que les personnes sont différentes, c'est ça l'idée. Donc si on a un peu de passion, si on écoute des fois ce que disaient nos anciens, regardez la nature, elle est bien faite, donc on essaye de la comprendre avec notre niveau, et c'est sûr que si on l'alimente différemment, avec du blé, avec un blé complet ou juste avec du germe, on va déjà amener un écosystème différent. Et si en plus on s'amuse à bouger les températures, à ralentir, à augmenter les temps de fermentation, on aura forcément, on va faire évoluer l'écosystème comme moi. Hein, quand je fais beaucoup de trail, et bien ça dépend si je m'entraîne sur le plat ou sur la côte, c'est pas la même chose en hauteur, à la montagne, à la mer. Dès qu'on va modifier un paramètre, on va modifier aussi l'écosystème. Ce qui fait que chaque levain, tous les boulangers qui font leur levain, il est unique. Bernard Renaud, qu'est-ce qu'on connaît du levain aujourd'hui? Est-ce qu'on a une connaissance assez large? Est-ce qu'on peut le maîtriser? Ou est-ce que c'est quelque chose qui reste encore assez flou? On en a une connaissance, de mon point de vue, assez précise parce qu'on sait quelles sont les bactéries, les genres, les espèces, les levures. Juste, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans un levain comme celui-ci, là, c'est 1 milliard de bactéries par gramme. Donc là, j'ai 100 grammes, donc j'ai 100 milliards de bactéries là au milieu de nous. Et si vous les mettez bout à bout, ça fait 1 kilomètre de bactéries. Mais sauf que ça fait un micron, donc ça ne se voit pas. Donc c'est une puissance fermentaire importante. Par contre, le lien entre la microbiologie et la technologie, le résultat, là je pense qu'il y a encore besoin de beaucoup de travaux pour comprendre ce qui se passe vraiment et l'impact du microbiote sur la farine, sur les différents aspects. Avant d'aller plus loin dans le fonctionnement du levain, j'ai envie de vous demander, peut-être à vous, Bernard Bonjean, qu'est-ce qui explique ce retour? Pourquoi est-ce qu'un temps plus personne ne parlait finalement de levain et qu'aujourd'hui ça semble être le mot qui revient sur toutes les lèvres? Oui, c'est clairement un mot que l'on entend beaucoup, en juger aussi du nombre de personnes qui sont ici pour nous écouter. Et donc, en tout cas pour nous, chez Purato, ça fait quand même quelques années qu'on travaille là-dessus. Et on estime que le futur du pain, pour nous, réside dans son passé. Donc ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est quelque chose que l'on constate. Et à mon sens, ça passe maintenant d'une tendance vers quelque chose qui est avéré.
Et on le voit dans de nombreuses demandes, dans les demandes que l'on a de certains clients, et également au niveau du marché. Les allégations au levain sont de plus en plus présentes sur tout ce qui est emballage, communication, même si on se rend compte aussi que le consommateur ne sait pas toujours de quoi on parle. Il y a parfois aussi des problèmes de compréhension entre qu'est-ce qu'une levure, qu'est-ce qu'un levain. Et je pense que là, on a aussi un rôle à jouer en termes d'éducation du consommateur pour lui faire percevoir tous les bienfaits que le levain peut avoir. Au niveau législatif, on peut peut-être faire un point là-dessus, parce que si un boulanger affiche une petite pancarte pain au levain, est-ce que ça définit quoi finalement, pain au levain? Est-ce qu'il faut dire pain avec du levain, pain au levain, pain... En tant que Belge, je ne vais pas trop m'avancer sur la question, je vais plutôt laisser mes collègues français répondre, mais clairement, il y a une législation précise. Il y a une législation qui dit que normalement, pour avoir l'appellation pain au levain, on m'arrête si je dis une bêtise, le pH doit être de 4,3 et il doit avoir 900 parties par million d'acide acétique endogène. Et on ne peut normalement rajouter que 0,2 de levure dans la dernière fermentation. Voilà, c'est un peu barbare, hein. Donc c'est un pain qui est plutôt avec une croûte épaisse et puis avec un goût assez prononcé. On va y venir justement, peut-être on ne vous a pas encore entendu, Étienne Maillard. À quoi sert le levain? Qu'est-ce qu'il va apporter au pain? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde se met à remettre du levain dans sa pâte? Waouh! Alors, je ne suis pas convaincu que le levain de demain sera le levain d'hier. Hier, on laissait faire la nature. Je crois que depuis plus d'une cinquantaine d'années, on essaye de la comprendre les phénomènes. Et demain, on utilisera le levain, et on l'utilise déjà aujourd'hui d'ailleurs avec deux fonctions. La première, il y a les fonctions d'origine sur le goût, la levée de la pâte, etc. Mais je crois qu'on essaye d'orienter les levains tant dans leur population que dans la façon dont on va les mettre en œuvre, aussi pour des nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on découvre la capacité le pouvoir de conservation que peut générer un levain. On va découvrir les bienfaits nutritionnels en fait du levain. On va découvrir en fait un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, ce sur quoi beaucoup de monde travaille, qui donnent en fait une nouvelle fonction un petit peu au levain. Et le levain d'hier ne sera pas forcément celui de demain. On va travailler. Est-ce qu'on arrive, Bernard Renaud, vous allez peut-être pouvoir. On arrive justement à travailler ce levain pour qu'il agisse en fonction de ce que l'on souhaite. C'est si simple que ça ou Moi, je ne suis pas boulanger, hein, donc mais dans votre connaissance ce que je sais, c'est que certaines bactéries lactiques sont capables de produire, par exemple, par rapport à ce que disait monsieur, j'ai oublié votre nom, excusez-moi, monsieur Maillard, des composés qui vont avoir une activité anti-moisissure. Donc ces composés-là vont permettre de conserver le produit avec ce qui est intéressant actuellement, une démarche Clean Label, puisque ça vous permet de baisser ou de supprimer éventuellement vos conservateurs dans certaines conditions. Donc on sait au niveau microbio certaines fonctionnalités, on sait qu'ils sont capables de produire des arômes. Après, le problème avec le pain, c'est que vous cuisez derrière. Donc, vous produisez des arômes que vous perdez pour partie à la cuisson. Mais il y a plein de fonctionnalités, comme le disait M. Maillard, arômes, conservation, nutrition, texture aussi, avec des exopolysaccharides qui sont produits par les micro-organismes, qui peuvent jouer sur la texture de la brioche, du pain, du panettone, par exemple, etc. Pascal Philibert, vous voulez réagir? Je vous ai vu vous dodeliner. Non, je pense qu'on a tout à fait raison. Les levains de demain iront dans la nutrition, iront dans la conservation. On va développer des bactéries propioniques pour essayer que ce soit qu'on ait des pains de mie où on ne met plus du tout aucun conservateur. Donc c'est vrai qu'on a un champ qui s'ouvre à nous qui est gigantesque. Est-ce que le levain a autant de bienfaits santé qu'on lui prête? Parce que alors là j'ai l'idée du consommateur qui se rue chez son boulanger en disant je mangeais du pain au levain parce que c'est mieux pour moi, c'est plus digeste, c'est le message qui passe. Bernard Renaud? Alors moi je ne suis pas nutritionniste, il y a des choses qui sont avérées. Si vous utilisez des farines riches, complètes, il vaut mieux utiliser un levain qui va permettre que les minéraux soient bien disponibles, les minéraux des parties périphériques du grain. Donc ça, c'est avéré depuis longtemps. Après, il y a toujours la question de la possible dégradation du gluten et donc une amélioration de la digestibilité du pain pour les personnes qui se disent sensibles ou pas. Là, c'est en cours de recherche et c'est extrêmement compliqué à la fois du point de vue consommateur
que du point de vue mécanisme de dégradation du gluten. Parce que si vous coupez le gluten en petits morceaux, vous aurez du mal à faire du pain derrière. Donc, de ce point de vue-là aussi, une chose que l'on sait, c'est par rapport à l'index glycémique. En général, le pain au levain est un peu plus dense, on va dire, et donc il est aussi un peu plus acide, et il est montré que cela ralentit la digestion et donc diminue le pic glycémique et ralentit, donc modère l'impact à ce niveau-là. Donc il y a un véritable bienfait. Est-ce que vous travaillez sur ce point-là? Vous avez parlé de nutrition, de germes. Vous dites, vous êtes tous persuadés que ça va être l'utilisation du levain de demain. On va essayer de lui donner encore plus de fonctions nutritionnelles dans le pain pour amener un pain santé. C'est un mot qui revient beaucoup aussi, ça, le pain santé. Oui, pour reprendre, c'est clairement des axes de développement, et le levain est certainement un des facteurs que l'on peut utiliser pour enrichir, disons, un pain, le rendre plus nutritionnel qu'il ne l'est. Pour reprendre les pains blancs tels qu'on les connaissait il y a quelques années, clairement on revient vers des choses qui sont beaucoup plus équilibrées et qui vont permettre une meilleure digestibilité de la plupart des consommateurs. Maintenant, quand on touche au gluten, c'est évidemment un tout autre débat. Il faut être extrêmement prudent par rapport à ça, et c'est pour moi tout à fait différent de ce que l'on doit travailler. Le sans gluten est vraiment également une tendance, mais qui est à considérer assez différemment. Oui, pardon. Oui, allez-y, monsieur Ono, et puis Étienne Maillard après. Sur cette histoire de nutrition, je pense que c'est vraiment le couple, mais vous en êtes tous persuadés, farine et ferment, farine et levain. Et du côté de la farine, on en parlait tout à l'heure avec Bernard, il y a sûrement des choses aussi à regarder dans leur composition, leur richesse nutritionnelle. Et c'est vraiment ce couple-là qu'il faut travailler. Donc avec les meuniers, avec les producteurs de céréales. Moi, je travaille pas mal avec les groupements des semences paysannes, des paysans boulangers, etc. Je voulais juste en dire un mot parce que je pense que c'est aussi des gens qui portent une certaine reconnaissance, un certain développement sur le levain. Donc ils font un travail important en lien avec les producteurs de farine. Et là, je pense qu'il y a aussi un enjeu. Étienne Maillard, je vous laisse réagir. Oui, je pense que les levains, en fait, incontestablement, auront dans leur dimension future la dimension nutrition et santé. Ça, c'est incontestable. Après, je pense qu'on disait tout à l'heure, le levain est un écosystème complexe. Je pense que le pain est un écosystème aussi un peu complexe, et il ne faut pas réduire la panification et la qualité d'un pain, dont sa dimension nutritionnelle, simplement au fait de mettre un levain ou un autre ferment. Je pense qu'en fait, il y a deux choses qui vont intervenir. Les matières premières qu'on va mettre en œuvre, et généralement, quand on fait des pains au levain, on a des matières premières, je dirais, moins raffinées, plus brutes. Et la deuxième chose, c'est le process. On va avoir des fermentations qui sont beaucoup plus longues et qui vont générer effectivement des propriétés nutritionnelles qui sont intéressantes. Donc c'est à la fois le couple ferment qu'on va mettre en œuvre, matière première, et la façon dont on va le travailler, donc le diagramme. Est-ce que le levain pourrait remplacer la levure? Est-ce qu'un boulanger pourrait se passer de levure pour ne faire du pain qu'au levain? Sauf erreur de ma part, pas de levure, pas de pain. D'accord. Donc incontestablement, la levure peut être, en fait, elle est sélectionnée, purifiée, multipliée, vendue pure en tant que levure. Dans un levain, vous avez toujours une part de levure. D'accord. La différence, c'est qu'on ne va pas forcément la sélectionner, elle sera minoritaire en quantité, en tout cas par rapport à d'autres ferments. Maintenant, son activité, il y aura tout le temps une activité fermentaire liée à la levure par elle-même, sauf erreur de ma part. Oui, c'est ça. Dans le levain, on parle de levure sauvage, de levure spontanée, si vous voulez. Et puis, parallèlement, il y a la levure commerciale que certains d'entre vous connaissent et produisent. Donc, ça s'appelle levure, mais Saccharomyces cerevisiae, produite par, je ne vais pas citer de nom ici, on la retrouve aussi dans des levains, sauf que c'est pas la même espèce, c'est pas les mêmes souches, elles ont des activités différentes, moins production de gazeuse peut-être, mais peut-être des arômes ou des choses comme ça. Donc là, il y a aussi le levain, c'est aussi un réservoir de diversité, hein, donc on insiste beaucoup là-dessus, réservoir de diversité pour la nature, la planète, si vous voulez. Ça commence là, hein, la biodiversité au niveau des micro-organismes. Et puis aussi réservoir de diversité pour aller chercher des souches avec des fonctionnalités particulières. Est-ce qu'il est simple de s'approprier un levain quand on est boulanger? Est-ce que c'est simple à utiliser? Et comment ça s'utilise? C'est simple.
Si on a envie de comprendre ce sur quoi on travaille, le levain, il me semble, si on respecte des grandes règles, ce n'est pas compliqué. Après, c'est comme pour une réunion, il faut arriver à l'heure, il y a avoir une température, on doit nettoyer. Enfin, il me semble que c'est pas si compliqué que ça. Par contre, c'est un métier de rigueur. La rigueur, elle est essentielle. Sans rigueur, on ne fait pas un levain. Sans une rigueur, on aura un jour un pain qui sera très, très développé, moins développé, plus acide, moins acide. Mais si on suit très précisément, c'est comme le code de la route, il n'y a pas de problème, hein, mais si on grille un feu rouge, là c'est sûr, hein, si on le laisse trop longtemps, c'est foutu. S'il est trop froid, on n'aura pas la même réaction. C'est tout. Rien de compliqué pour moi, juste de la passion. Étienne Maillard, on parle beaucoup de levain en France. Est-ce que vous qui avez une connaissance un peu plus générale, est-ce que c'est un phénomène international? Est-ce qu'on le retrouve dans d'autres pays? Est-ce que ces levains reviennent autant sur le devant de la scène? Je ne suis pas convaincu que la France soit le plus gros producteur et consommateur de levain. Je pense qu'il y a des pays où ancestralement ils ont eu des levures qui sont arrivées beaucoup plus tard, des levures de culture. Si on prend la Chine par exemple, les 2 tiers du pays sont encore faits avec un produit qui est un levain en fait, qu'on appelle laomian en chinois. Mais la base originelle c'était du levain. Et dans beaucoup de pays, le levain continue à avoir une existence, est supplanté partiellement par la levure. Mais souvent, c'est complémentaire. Et très souvent, aujourd'hui, quand on utilise du levain, il y a un complément en levure dans beaucoup de pays. Donc oui, c'est... Alors maintenant, on ne peut pas dire un levain. Je pense qu'il y a autant de levain qu'il n'y a presque de boulanger. Oui, c'est ce qu'on disait au départ. Hein, même en partant sur une même souche, en fonction de la face des matières premières qui va se servir pour le régénérer, la façon dont il va conduire et la fréquence, la température, l'hydratation de cette régénération, il va avoir une culture qui lui est propre. Donc il y a presque autant de levain qu'il n'y a de boulanger dans les faits, même avec des souches communes au départ. Oui, chacun va pouvoir travailler le sien pour... Vous voulez réagir, Pascal Bernardo? Oui, par rapport à la question sur l'international, c'est sûr que ça concerne beaucoup de pays du monde. Je pense que Puratos aussi pourra en témoigner. Au niveau recherche, les points forts de la recherche, c'est les Italiens, ce sont les Allemands. Les Portugais, en termes de publications scientifiques, c'est surtout là que se fait le travail, et puis les pays de l'Est aussi maintenant. Donc c'est sûr que ça concerne beaucoup de pays. Juste pour votre information, tous les 3 ans, on met en place un symposium qui s'appelle Sourdough Symposium. Le vin, dans les langues étrangères, c'est souvent pâte acide, hein, sourdough, sour tyke, etc. Et c'est tous les 3 ans, donc on fait ce symposium le vin international. Le prochain a lieu à Cork, en Irlande, au mois de juin, 7 et 9 juin 2018. Et le dernier a eu lieu grâce à Hubert Chiron, notamment, à Nantes en 2015. Merci. Le vin de demain, est-ce que c'est quelque chose qui va s'ancrer et qui va se développer encore plus, ou est-ce que ça va passer comme une mode, comme on a pu déjà l'oublier avant qu'il ne revienne? Je ne suis pas persuadé que ça va s'arrêter aussi vite. On revient, donc, comme on l'a vu et comme on le disait, de plus en plus vers ce mode de fabrication. Il y a beaucoup de demandes par rapport à ça. Et donc je ne pense pas que c'est vraiment un effet de mode qui est là et qui va exploser comme une autre bulle pourrait exploser, mais qu'on est reparti certainement sur une période beaucoup plus longue. Et on va pouvoir effectivement développer pas mal de choses par rapport à tout cela. Oui. Pascal Philibert? Ouais, je pense que je suis vraiment convaincu. De toute façon, c'est au départ, au niveau des Égyptiens, on a commencé à travailler sur ce produit. Donc imaginez, c'est un peu une courbe, hein, on a des hauts, on a des bas. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on démarre une courbe qui va monter. Demain, une nouveauté va arriver, mais je pense que ça ne se perdra pas, parce que c'est quand même, sans ça, pas de fermentation, hein, comme tu le disais. Non, je pense qu'on n'est qu'au début, et c'est à nous aussi de trouver, de mieux comprendre et d'amener d'autres fonctionnalités à ce produit. Oui, je crois que vous êtes en train de travailler d'ailleurs sur ça, pour essayer de mieux comprendre, de travailler sur l'aromatique. Vous travaillez beaucoup sur les profils aromatiques. Alors, on travaillait beaucoup sur les profils aromatiques, mais maintenant on est aussi comme nos partenaires, parce qu'en fait, pour moi, on est tous dans le même monde. Hein. Voyez, on va travailler sur ces idées de remplacer des conservateurs, d'amener un côté réduction de sel, de pouvoir modifier l'aspect et le goût des sans gluten. On en parlait là aussi, le levain a un énorme rôle à jouer. On commence tous à travailler sur des levains spécifiques, parce qu'aujourd'hui le sans gluten, comme je dis, hein, c'est pas très bon, et le levain aura un rôle important à jouer.
Étienne Maillard. Oui, je crois que le succès d'un produit est proportionnel au nombre de gens qu'il va satisfaire. Et l'avantage du levain, c'est qu'il a une très bonne image, une très belle histoire. On va appeler ça le levain traditionnel. Mais parallèlement, il y a aussi tout l'intérêt de ces levains pour les industriels et les artisans qui aujourd'hui les utilisent dans la deuxième dimension qui est celle de demain, qui sont les fonctionnels. C'est-à-dire que c'est à la fois un produit qui est issu et image de la tradition, mais c'est un produit qui peut apporter énormément demain, notamment sous l'aspect clean label ou sous des nouvelles... sous des propriétés qu'on découvre progressivement. Donc la nature est très riche. On a d'abord une phase de compréhension, puis ensuite il y a une phase d'orientation et de maîtrise, et on en est à ce stade-là. Donc on est vraiment à l'ouverture de nouveaux débouchés sur les fonctionnels. Donc le levain a encore beaucoup à nous apprendre et je pense qu'on va en entendre parler pendant assez longtemps. Je vais vous proposer de poser des questions à nos spécialistes. Si je suis sûr qu'il y a... des questions que vous voudriez poser, levez simplement la main. On va venir vous voir avec un micro pour que tout le monde puisse entendre votre question. Et ensuite, on pourra y répondre. Bon, ben, merci pour toutes ces informations-là. C'est intéressant pour une Canadienne qui ne connaissait pas tout ça. Mais le levain, il n'est pas aussi pour développer les arômes, des souches que le monde ils peuvent mettre, mettons, le raisin ou pour donner des arômes différentes, ou c'est seulement basé toujours sur de la farine et de l'eau? Donc, effectivement, il y a beaucoup de recettes comme cela. Nous, ce qu'on sait, c'est que si vous mettez du raisin, donc vous apportez la levure ou les bactéries qui sont sur le raisin, vous les implantez. Mais sans doute progressivement, c'est vraiment la flore de la farine et ce dont on entend beaucoup parler actuellement, le house microbiota, c'est-à-dire l'environnement du boulanger, ses mains, son pétrin, l'atmosphère, etc. Là, il y a un travail de recherche en cours qui s'appelle Bakery, là, et on est en train vraiment de montrer qu'en mettant les mêmes farines dans 4 fournils différents où il n'y a pas de levure a priori, de levure commerciale, pardon, on a des flores différentes qui sont typiques du fournil, quoi. Donc je pense que même si vous mettez certains ingrédients au départ, ça va être d'autres flores propres à la farine ou à votre fournil, au house microbiota, qui vont s'implanter. Il me semble que du point de vue microbiologique, ça se passe comme ça. On a répondu à votre question. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir ce que vous pensiez des levains déshydratés et par rapport aux levains frais. Qui veut répondre? Comme vous voulez, hein, moi. Je crois qu'on peut tous répondre. Ah ouais, c'est Juste d'un point de vue microbiologique, donc c'est un levain qui n'a plus d'activité, sauf si vous lui rajoutez une activité, enfin, elle va être modeste. Par contre, je pense que moi j'ai travaillé aussi au niveau recherche avec dans ce domaine-là. Et on a une source d'arômes, de précurseurs d'arômes qui est tout à fait intéressante pour venir après ensuite. Mais il ne répond pas à l'appellation pain au levain franco-française. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Juste sous réserve de faire la distinction entre un levain déshydraté qui est désactivé, puisqu'on en a tué l'activité microbienne, et un starter qui lui peut être pré-traité au niveau thermique et au niveau hygrométrique, mais qui permet de régénérer en fait et de relancer un levain en tant que tel. Il n'est pas prêt à l'emploi, mais on a une culture concentrée de souches sélectionnées qui est un starter. Donc c'est la différence dans votre question, c'est déshydraté si on l'entend comme désactivé ou si on va l'entendre comme concentré et stabilisé. Et généralement, c'est des levains qui sont assez pratiques à utiliser, mais qui généralement demandent aussi des conditions de conservation assez draconiennes. Plus de questions? Eh bien, je vous invite à applaudir nos intervenants pour les remercier d'être venus échanger avec vous durant ces 30 minutes.